Bonjour à tous, podcast numéro 2 sur les sanctions de l'inexécution du contrat. Aujourd'hui, nous allons voir les autres sanctions. Donc, je vous rappelle que dans le podcast numéro 1, nous avons vu les 3 premières sanctions visant à obtenir l'exécution du contrat. Je vous rappelle que c'était l'exception de l'inexécution, l'exécution forcée en nature et la réduction du prix. Vous pouvez aller réécouter ce podcast. Et aujourd'hui, nous allons voir les autres sanctions, soit la résolution pour inexécution, qui là vise à mettre fin au contrat, et la responsabilité contractuelle, qui vise à indemniser. J'avais souhaité séparer les deux pour que ce soit plus clair, moins lourd, plus pédagogique également. Alors, je rappelle toujours le cadre. On est dans l'article 1217 du Code civil, nouveau bien sûr, qui dit que, je cite, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté ou l'a été imparfaitement peut refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation, poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l'inexécution. Fin de citation de l'article 1217, qui est vraiment l'article central en la matière, car il énonce les 5 sanctions qui existent. Je me répète, mais répéter c'est enseigner. Les 3 premières visent à obtenir l'exécution du contrat. Donc la personne veut continuer la relation contractuelle, la personne qui vient vous voir. Tandis que les 2 dernières, les 2 autres, visent à mettre fin au contrat ou à être indemnisées. Voilà pourquoi je l'ai découpé ainsi. Ensuite, comme pour le premier podcast, vous expliquez le jour de l'examen que le contrat légalement formé astreint les parties à exécuter les obligations qui en découlent sous peine de sanction. Vous définissez le contrat, la force obligatoire du contrat aussi, ça va avec. Pacta sunt servanda avec l'article 1101 et suivant du Code civil. Vous n'oubliez pas le syllogisme sur l'application de la loi dans le temps, article 9 de l'ordonnance du 10 février 2016 et article 16 de la loi de ratification du 20 avril 2018. Il faut vraiment citer les deux, car par exemple, si vous avez un contrat qui a été conclu sous le nouveau droit, mais le fondement, l'article a été modifié par la loi de ratification du 20 avril 2018, il faudra vraiment citer cet article, article 16 de la loi de ratification du 20 avril 2018. Donc n'oubliez pas, il n'y a pas que celle de 2016. Il y a également la loi de ratification de 2018 qu'il faut citer. En gros, vous avez les contrats conclus avant 2016, les contrats conclus entre 2016 et 2018 et les contrats conclus à partir de 2018. C'est vraiment découpé, donc n'oubliez pas ça, ne tombez pas dans le piège. Ensuite, vous citez le préalable. Je vous le rappelle, même si on l'a fait dans le podcast numéro 1, c'est la mise en demeure du débiteur défaillant. Vous expliquez ce que c'est. Donc la définition, c'est un acte par lequel le créancier demande solennellement à son débiteur d'exécuter son obligation. Je répète la définition. Donc une mise en demeure, c'est un acte par lequel le créancier demande solennellement à son débiteur d'exécuter son obligation. Ensuite, vous expliquez, pour montrer que vous avez compris, vous dites que cette mise en demeure permet de constater officiellement l'inexécution des obligations, ce qui permet du coup la mise en œuvre de sanctions ensuite à l'égard du débiteur. Vous dites qu'en pratique, ça se fait souvent par une LRAR, donc lettre recommandée avec accusé de réception, car ça permet de prouver l'envoi et la date de l'envoi. Et vous pouvez également dire qu'il y a 4 cas où elle est inutile quand déjà l'exécution de l'obligation est définitive. C'est pour les obligations de ne pas faire. On ne peut pas obliger quelqu'un à ne pas faire quelque chose. Par exemple, un contrat avec l'interdiction de fumer, comme je vous avais dit, on ne peut pas forcer quelqu'un à ne pas fumer. Dans ce sens-là, c'est plus compliqué. Vous n'allez pas envoyer, si vous voulez, une mise en demeure en écrivant à la personne je te mets en demeure de ne pas fumer. Voilà, c'est pas possible. En fait, souvent, c'est logique les cas où la mise en demeure est inutile. Deuxième cas, c'est quand l'obligation devait être exécutée dans un délai qui n'a pas été respecté. Dans le cas où le délai est important, par exemple la livraison d'un sapin pour Noël, si le sapin arrive après Noël, il ne servira plus à grand chose. Donc là, c'est pareil. Troisième cas, quand l'inexécution du contrat est acquise et qu'elle a déjà
causer un préjudice à la victime, donc là aussi c'est logique. Et quatrième cas, quand une clause du contrat prévoit que l'arrivée du terme vaut mise en demeure du débiteur. Voilà, 4 cas à savoir, mais en général, dans les cas pratiques, vous allez rapidement les identifier parce que ça coule de source, donc c'est plus facile à les apprendre par cœur. Autre chose, précisez bien qu'il n'y a pas de hiérarchie entre les sanctions, que le rapport relatif à l'ordonnance l'a bien précisé, malgré que l'article 1217 soit très ordonné, il n'y a pas de hiérarchie. Vous pouvez également expliquer que les sanctions peuvent être cumulées et que des dommages et intérêts peuvent s'y ajouter. Et enfin, article 1217, les 5 sanctions de l'inexécution. Je vous rappelle que la dernière fois, on a vu l'exception de l'inexécution, c'est le fait de refuser d'exécuter ou de suspendre l'exécution de sa propre obligation tant qu'elle n'a pas reçu la prestation qui lui est due. Article 1219 et suivant. On a vu l'exécution forcée en nature. Là, c'est le fait de forcer le débiteur à exécuter une obligation. Article 1221 et suivant. Et on a vu la réduction du prix, qui est une nouveauté de la réforme. Le fondement, c'est article 1223 du Code civil. Et vous l'aurez compris, c'est une sanction de l'inexécution partielle du contrat, ouvrant droit au créancier de réduire le prix de la prestation partiellement exécutée. Ces trois-là ont la particularité, ont le point commun d'avoir comme finalité le fait d'obtenir l'exécution du contrat. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. On va voir la résolution pour une exécution qui vise à mettre fin au contrat et la responsabilité contractuelle, également appelée l'exécution par équivalent. C'est parti. Alors, la résolution pour inexécution. Alors, tout d'abord, c'est quoi? C'est pareil, il faut le définir. C'est une sanction qui tend à faire disparaître le contrat qui n'a pas été exécuté ou qui n'a pas été correctement exécuté. Vous avez bien entendu, j'ai dit disparaître. Donc ici, on veut mettre fin au contrat. Le fondement, c'est l'article 1224 et suivant du Code civil. Ensuite, il y a différentes modalités, c'est-à-dire qu'il y a différentes façons d'exercer cette sanction qui est la résolution pour inexécution. Soit vous allez le faire par l'application d'une clause résolutoire, soit vous allez le faire par notification, on appelle cela la résolution unilatérale, soit vous allez passer par une résolution judiciaire. Donc il y a 3 modalités. 1. La résolution par l'application d'une clause résolutoire, article 1225 du Code civil. La résolution unilatérale par notification, article 1226 du Code civil. Et avant la réforme, c'était la fameuse jurisprudence de Tocqueville, CIV 1, 13 octobre 1998 Tocqueville, et la résolution judiciaire, article 1227 du Code civil. Plus précisément, pour la clause résolutoire, donc article 1225 du Code civil, elle prévoit la résolution de plein droit lorsque l'inexécution porte sur l'objet de la clause. Donc vous définissez, vous dites bien le fondement, article 1125 du Code civil, vous rappelez qu'il faut au préalable une mise en demeure et que la mise en demeure doit mentionner la clause inexécutée de la clause résolutoire. Petite parenthèse à propos des clauses balais, des clauses dites balais. Ce sont les clauses qui prévoient que tout manquement pourra donner lieu à une résiliation. Donc la question qui s'est posée, c'est leur validité suite au nouvel article 1225 du Code civil que je vous invite à aller voir. Et à l'occasion de la loi de ratification du 20 avril 2018, les sénateurs ont enfin apporté une réponse. Ils ont dit que non. Donc les clauses balais ne sont pas envisageables. Je dis bien a priori, donc a priori elles ne seraient pas valables. Donc si vous tombez sur ce cas-là, ne dites pas que c'est pas valable, point. Vous dites que la question se pose et qu'à l'occasion de la loi de ratification du 20 avril 2018, les sénateurs ont dit que non, elles ne sont pas envisageables, mais que toutefois, tant qu'il n'y a pas de jurisprudence rendue en la matière, le doute demeure et que, a priori, elles ne seraient pas valables, mais nous attendrons l'appréciation souveraine des juges. N'ayez pas de position trop tranchée. Voilà pour les clauses résolutoires. Ensuite, pour la résolution unilatérale par notification. Si c'est sous l'ancien droit, il faut tout de suite partir sur la jurisprudence Tocqueville, CIV 1, 13 octobre 1998 Tocqueville, qu'il faut savoir, c'est un grand arrêt.
Et si c'est le nouveau droit, c'est l'article 1226 du Code civil. Donc vous voyez, ça se suit. Les clauses résolutoires, article 1225, résolution unilatérale par notification, article 1226, et résolution judiciaire, article 1227. Ça se suit, donc c'est plus facile pour apprendre par cœur. Là aussi, pour la résolution par notification donc unilatérale, je vais vous faire une petite explication. Donc vous précisez que c'est l'article 1226 du Code civil, qu'elle est extrajudiciaire, c'est important ça à préciser, qu'elle est extrajudiciaire, donc on passe pas ici par le juge. D'accord ? Vous dites qu'elle a été créée par la jurisprudence, avec la jurisprudence donc de la Cour de cassation rendue en sa première chambre civile le 13 octobre 1998 Tocqueville, et que c'est le critère de gravité qui est important ici. C'est quand c'est suffisamment grave. Pour les conditions de cette résolution par notification, il faut 1. Une inexécution avérée, 2. Une inexécution suffisamment grave. Alors la question s'est posée pour ce critère-là concernant la résolution judiciaire. Maintenant c'est pareil. La résolution judiciaire, il faut aussi une inexécution suffisamment grave. 3. Une mise en demeure préalable, comme d'habitude. Et 4. La notification. La notification, pourquoi ? Pour indiquer que vous mettez fin au contrat et les raisons. Donc je répète les 4 conditions pour la résolution pour notification, donc la résolution unilatérale. 1. Une inexécution avérée. 2. Une inexécution suffisamment grave. 3. Une mise en demeure préalable. Et 4. La notification pour indiquer que vous mettez fin au contrat et pourquoi. À savoir que ça se fait, je cite, au risque et péril du co-contractant, c'est l'article 1226 qui le dit. Donc si le juge remet en cause la résolution, il y aura soit forçage du contrat et il va reprendre vie, soit responsabilité contractuelle. Ça c'est vraiment important à savoir. Donc le jour du cas pratique, il faut que vous fassiez un syllogisme pour chaque... un syllogisme et des sous-syllogismes. Donc un sous-syllogisme pour la clause résolutoire, un sous-syllogisme pour la résolution unilatérale par notification, etc. D'accord ? Enfin, pour la résolution judiciaire, donc là c'est pareil, vous expliquez le fondement, l'article 1127 du Code civil. Vous expliquez aussi l'article, il ne faut pas simplement le citer, il faut l'expliquer pour montrer que vous avez compris. Et ici, donc, il faut une inexécution suffisamment grave, comme je vous l'ai dit, le critère de la gravité est le même pour la résolution unilatérale par notification et la résolution judiciaire. Aujourd'hui, c'est réglé, on sait que c'est le même. Donc, critère de gravité. Et la question qui se pose en la matière, c'est de savoir si ces clauses sont supplétives de volonté. Et dans le rapport au président de la République, le législateur a précisé que si l'article n'est pas d'ordre public, alors c'est supplétif de volonté. La seule limite, ce sont bien sûr les clauses abusives. Je vous renvoie au contenu du contrat, sur l'équilibre du contrat. Les clauses abusives, articles 1170-1171 du Code civil. Donc c'est la seule limite. Enfin, concernant les effets de la résolution pour une exécution, que ce soit par la clause résolutoire unilatérale ou judiciaire, dans les trois cas. Premier effet, les prestations échangées qui n'ont d'utilité qu'en cas d'exécution complète du contrat, il faut du coup procéder ici aux restitutions. Donc il y a un effet rétroactif de la mesure. Par exemple dans un contrat de vente. Contrat de vente, imaginons qu'il y a une résolution pour une exécution, il y aura une obligation de délivrance conforme. Donc voilà pour le premier effet, donc concernant les prestations échangées qui n'ont d'utilité qu'en cas d'exécution complète du contrat, il faut procéder à une restitution, donc effet rétroactif. Deuxième effet, pour les prestations échangées qui ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, donc vous voyez, c'est pas la même chose, elles n'ont pas trouvé l'utilité que en cas d'exécution complète du contrat, mais au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat. Et bien dans ce cas, il n'y a pas lieu de procéder aux restitutions. Il n'y a pas d'effet rétroactif de la mesure. Du coup, on va parler de résiliation, parce que vous savez que la différence entre résolution et résiliation, c'est que la résolution est rétroactive, alors que la résiliation ne l'est pas. Là aussi, je vous donne un exemple pour le contrat de bail. Dans le contrat de bail,
par exemple, si la personne ne paye plus le loyer, donc ce sont des prestations échangées qui ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, ici, il n'y aura pas lieu de procéder à des restitutions. Donc ça, c'est extrêmement important à savoir le jour du cas pratique. Donc selon le cas que vous avez, si vous avez un contrat de vente, si vous avez un contrat où les prestations échangées ont eu de l'utilité seulement en cas d'exécution complète du contrat, comme le contrat de vente, dans ce cas-là, il faudra procéder aux restitutions et vous devez le noter dans le cas pratique, hein. Tandis que si vous tombez sur par exemple le contrat de bail et que les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution du contrat, ici, il n'y aura pas lieu de procéder aux restitutions. Ça, c'est vraiment important à savoir et c'est souvent oublié par les étudiants. Vous pensez souvent au fondement, à la définition, aux modalités, aux conditions, c'est très bien, mais il faut aussi absolument parler de ces deux effets. Donc vous l'aurez compris, cette sanction, la résolution, son objet, c'est vraiment de mettre fin au contrat inexécuté et non d'obtenir l'exécution du contrat comme les 3 premières que nous avons vues dans le podcast précédent. Du coup, c'est une sanction radicale puisqu'elle entraîne la disparition du contrat. Donc regardez bien le jour de l'examen, dans le cas pratique ou si vous êtes avocat face à votre client, regardez bien si c'est la première chose qu'il souhaite. Parce que s'il souhaite continuer les relations contractuelles, il ne faudra pas envisager directement la résolution. Voilà pour la résolution pour inexécution. Voyons maintenant la dernière des sanctions, la responsabilité contractuelle. En effet, le créancier peut préférer agir en responsabilité contractuelle contre son débiteur. Alors, la responsabilité contractuelle, comme je vous l'ai dit, est également appelée l'exécution par équivalent. Et son fondement est l'article 1231 et suivant du Code civil. Alors pour cela, le débiteur doit avoir commis une faute dont la charge de la preuve par le créancier dépend de la nature de l'obligation, selon si c'est une obligation de moyens ou une obligation de résultat. D'ailleurs, il faut vraiment savoir la différence entre les deux. Du coup, les conditions pour la responsabilité contractuelle sont une faute, un dommage et un lien de causalité. 3 conditions cumulatives, il faut les 3 conditions. Donc je répète, fondement, article 1231 et suivant du Code civil. Condition, une faute, un dommage, un lien de causalité, cumulative, attention. Et n'oubliez pas que pour la charge de la preuve appartient au créancier et qu'elle dépend de la nature de l'obligation, si c'est une obligation de moyens ou de résultats. Il faut également préciser que cette faute est appréciée in abstracto par le juge, qui peut retenir une faute simple. Là, c'est pareil, je ne reviens pas dessus, mais vous devez vraiment savoir la différence entre l'appréciation in abstracto, et l'appréciation in concreto. Ensuite, il faut savoir que la preuve d'une faute dolosive ou d'une faute lourde permettra au créancier d'obtenir une plus large, une plus grande indemnisation. Du coup, il faudra, si c'est possible, essayer de la chercher, en écartant bien sûr dans ce cas-là la règle qui limiterait la réparation au seul préjudice prévisible ou encore, vous le connaissez, les clauses limitatives ou exonératoire de responsabilité. Concernant les effets maintenant, parce qu'il y aura des effets, donc si toutes les conditions sont remplies, que vous avez pu prouver la faute, les effets sont 1 des effets légaux et 2 des aménagements contractuels. Par exemple, les clauses limitatives ou exonératoires de responsabilité, les clauses pénales, etc. Du coup, l'engagement de la responsabilité du débiteur suppose également que le créancier établisse la réalité de son préjudice, qui doit être uni par un lien de causalité avec la faute. Ce sont les conditions faute, dommage, lien de causalité. Ensuite, donc quand tout est rempli, quand vous avez tout expliqué, et si les 3 conditions cumulatives sont OK, là, vous pouvez dire que une fois donc les conditions de la responsabilité contractuelle établies, le débiteur sera condamné à la réparation du préjudice subi. Alors comment? Ça c'est la question. En général, par l'allocation de dommages et intérêts par le juge. Et il faut absolument préciser que ces dommages et intérêts sont compensatoires. C'est-à-dire qu'ils viennent réparer exactement le préjudice subi. Ça, c'est un plus si vous le mettez le jour de l'examen. Donc, comme je vous dis, c'est un principe. Les DI compensatoires, c'est un principe. C'est-à-dire qu'il y a des exceptions. L'exception, l'exemple topique, c'est
lorsqu'il y a une inexécution d'une obligation d'une somme d'argent. Dans ce cas-là, le juge peut attribuer des dommages et intérêts moratoires. Mais ça obéit à des règles spécifiques pour éviter qu'il y ait des abus ou des capitalisations des intérêts. Là aussi, c'est une notion à savoir, faire la différence entre les dommages à intérêts compensatoires et les dommages à intérêts moratoires. Alors quand même, pour l'obligation de moyens et de résultats, je vais brièvement vous dire ce que c'est, même si je vous encourage à chercher à côté. L'obligation de résultat, en fait, c'est quand le débiteur est vraiment contraint d'atteindre un résultat qui est déterminé. Alors que l'obligation de moyens, c'est quand le débiteur s'engage à mobiliser toutes les ressources dont il dispose pour accomplir la prestation, mais sans garantie du résultat. Comment vous expliquer ça? Par exemple, le contrat de vente, le but c'est de livrer la chose. Là, c'est une obligation de résultat. Le débiteur est contraint d'atteindre un résultat déterminé qui est de livrer la chose qui a été achetée. Un exemple d'obligation de moyens, par exemple le médecin, c'est l'exemple topique. Le médecin va tout faire pour vous soigner, mais il ne peut pas vous garantir de vous guérir. Donc, ici, le débiteur s'engage à mobiliser toutes les ressources dont il dispose pour accomplir la prestation. Ici, c'est de vous soigner, mais il n'a aucune garantie de vous guérir. Voilà, si ça peut vous aider à faire la différence entre obligation de résultat et obligation de moyens, dans tous les cas, ce sont des connaissances à avoir et je vous encourage à faire davantage de recherches là-dessus. Voilà pour la responsabilité contractuelle, également appelée exécution par équivalent, je vous le rappelle. Et donc, c'est l'obligation pour le débiteur de réparer le préjudice subi par le créancier du fait de l'inexécution des obligations nées du contrat. Nous avons vu donc la résolution pour inexécution qui vise à mettre fin au contrat, article 1224 du Code civil et suivant. On a vu qu'il y avait 3 types de résolution pour inexécution, soit par clause résolutoire, soit la résolution unilatérale par notification, soit la résolution judiciaire. Et nous avons vu la responsabilité contractuelle ou l'exécution par équivalent, article 1231 et suivant, qui ici vise à indemniser. Donc cette sanction sera choisie lorsque la défaillance du débiteur aura causé un préjudice au créancier qui du coup va agir en justice pour obtenir des dommages et intérêts venant compenser le dommage subi. Attention à bien comprendre les finalités. Pourquoi on fait telle sanction avant de les utiliser? Voilà, j'espère que c'était clair. Là aussi, dans ces 2 sanctions, que ce soit la résolution pour inexécution et la responsabilité contractuelle, s'il y a un cas de force majeure, dans ce cas-là, ça neutralise la sanction. Et c'est ce que nous verrons dans le 3e et dernier podcast sur les sanctions de l'inexécution. Et nous verrons donc la force majeure au sens juridique du terme, pas au sens populaire, c'est-à-dire nous verrons les conditions de la force majeure. Et je vous expliquerai ce que c'est. Mais en gros, comme je vous l'ai dit, pour que vous puissiez l'avoir en tête, c'est un événement empêchant le débiteur d'exécuter son obligation. Et c'est un événement qui doit vraiment lui échapper. Pas simplement, il a oublié de mettre son réveil le matin, d'accord? C'est vraiment quelque chose de fort, un tremblement de terre, un ouragan. Là, je ne vous parle pas en termes juridiques, donc c'est vraiment pour que vous compreniez. Mais dans le prochain podcast, je vous expliquerai ça de façon juridique, claire et pédagogue. Voilà, je vous souhaite bon courage pour réviser. N'oubliez pas que dans 2 mois, ça passe très vite. Il y a les examens. Pour les concours, c'est assez rapide aussi. Ça passe plus vite que ce qu'on pense. Et si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse juristedemain@gmail.com. Bon travail!